Ma barbe a conduit la bête extraterrestre à croire que j'étais une déesse de la fertilité. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Aussi, appuyez sur le bouton s'abonner si vous aimez ce morceau. Encore plus brutal que l'impact lui-même fut le silence total qui suivit le cri du métal se brisant. Tout autour d'Alistister, il y avait un vide profond et total. Il se balançait précipitamment de la sangle de sécurité qui l'avait à la fois sauvé et menacé de l'étrangler alors qu'il se balançait la tête en bas. Il ressentit une pulsation choquante et déroutante alors que le sang affluait vers son cerveau. Là où le ciel aurait dû être dehors à travers le hublot brisé, un kaléidoscope de vers extraterrestres et de violets meurtris tourbillonnait. Le monde s'est glissé dans une position pour laquelle il n'était jamais conçu après une chute cataclysmique. Dans le cockpit exigu du vaisseau d'exploration Wanderer, une odeur de fil carbonisé et d'ozone imprégnait l'air. Alistister était fermement persuadé qu'un arôme particulier sentait l'échec voué à l'échec. Il est resté là pendant longtemps, écoutant le battement furieux de son cœur en double temps et le tic-tac lent et mécanique du vaisseau qui mourait. Après une évaluation minutieuse, il était heureux de ne voir aucun signe évident de blessure grave, à part une multitude de contusions profondes qui commençaient à faire terriblement mal. Il vérifia chaque articulation et chaque doigt, orteil, cheville et poignet. Luttait pour trouver le bouton de déverrouillage de son harnais. Le système gémit de douleur avant de céder finalement, le projetant solennellement contre le plafond du cockpit au milieu d'un tourbillon de débris et de verres de console brisés. Tous ses muscles étaient en rébellion à cause du traumatisme précédent, alors il se déplaça lentement et délibérément en se relevant. Le reste du vaisseau spatial était en mauvais état avec le laboratoire et les quartiers de l'équipage exposés à l'atmosphère extraterrestre comme une canette écrasée. Malgré le silence suffocant, il réussit à appeler ses deux collègues, le capitaine Evaresta et le docteur Ben Carter, en criant leur nom. Cependant, la seule réponse émanant de la coque brisée du vaisseau était un sifflement étouffé et lamentable. Son pire cauchemar a été validé par une recherche systématique. À des millions de kilomètres de tout espoir de sauvetage, il se tenait seul en tant que dernier survivant d'une mission qui s'était tragiquement terminée en tragédie. Se sentir triste était une dépense inutile pour lui, quelque chose qu'il devait réprimer avant que cela ne l'engloutisse. L'objectif principal a changé pour assurer sa survie. Au cours des heures suivantes, il a récupéré autant qu'il pouvait des débris. Une froide urgence pragmatique guidait ses actions. La trousse médicale principale, un multi-outil standard. Sa tablette de données et une petite pochette de packs de nutrition à haute énergie, suffisant pour durer quelques semaines avec précaution, ont tous été pris de sa possession. Sa précieuse chemise en flanelle a également été retrouvée par lui. Un petit mais bienvenu refuge contre le froid de l'inconnu fourni par son tissu épais et chaud. Même s'il avait encore des interférences et que sa lumière de diagnostic clignotait d'un jaune erratique le petit gadget qu'il avait placé dans son oreille, son traducteur universel semblait avoir survécu. Avec un couteau de survie réutilisé fixé à sa ceinture et un sac à dos robuste sur les épaules, il jeta un dernier coup d'œil à la tombe du vagabond avant de l'abandonner et de s'aventurer dans la forêt étrange. Un univers terriblement indifférent qui était aussi très magnifique. D'énormes arbres s'élevaient à des centaines de pieds dans le ciel, leurs racines projetant des ombres effrayantes et changeantes sur le sol de la forêt, qui était recouvert d'une douce couverture de mousse, irradiant une subtile lueur intérieure. Leurs feuilles étaient d'une teinte écarlate choquante, se déployant en motifs géométriques élaborés, et leur écorce était noire et lisse comme de l'obsidienne polie. En tant que botaniste, Alistister découvrit qu'une partie de son cerveau cataloguait, évaluait et s'émerveillait constamment de l'incroyable variété de la vie, même si sa survie intérieure gardait un œil sur le danger. Il y avait une forte odeur de terre humide et autre chose dans l'air. L'arôme est doux et écrasant comme le jasmin nocturne et les fruits trop mûrs. Les créatures qu'il ne pouvait pas voir lui rappelaient
constamment qu'il était un étranger dans ce monde, avec leurs étranges sons musicaux résonnant à travers la canopée. Avec ses sens aiguisés, il marchait avec une délicatesse délibérée, ses bottes à peine audibles sur la mousse rebondissante. Il arriva dans un petit coin près d'un ruisseau transparent. Le capteur chimique dans son traducteur avait déjà vérifié sa sécurité, alors il a monté une tente de fortune. Il avait peur de provoquer un incendie. Non, pas encore, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il découvre ce qui pourrait être attiré par sa chaleur et sa luminosité. Alors que le crépuscule descendait, la forêt subissait une métamorphose avec l'éclat naturel de la mousse s'intensifiant, tandis que d'étranges grappes d'étoiles jaillissaient des espaces entre les feuilles écarlates. Un spectacle astronomique d'une grandeur impossiblement grandiose qui lui faisait mal au cœur à cause d'un profond sentiment de solitude. Avec sa merveilleuse barbe, résultat des nombreux mois passés dans l'espace, maintenant chargé de particules de pollen extraterrestres et de débris, il a passé prudemment 2 jours à explorer le voisinage de son camp cartographiant, les ressources et les menaces potentielles. Après 3 jours à essayer de localiser l'origine d'une succession de bruits de percussions rythmiques, il les trouva enfin. Leur montée depuis la forêt le révéla courbé sur un chemin épais et tortueux, fixant une large clairière ensoleillée. Leur stature imposante et leur constitution robuste lui donnèrent des frissons alors qu'il les regardait se déplacer avec une élégance étrange et primordiale. Les créatures avançaient, leur épaisse fourrure blanche recouvrant leur corps alors qu'elles marchaient debout. Ils avaient des caractéristiques humanoïdes, mais n'étaient clairement pas humains. Leurs longues et puissantes jambes se terminaient par des pieds griffus, et leur visage était un mélange bizarre de traits félins et canins avec des museaux pointus et des yeux intelligents et expressifs dominants. Chacun d'eux était suivi d'une longue queue poilue qui flottait en réaction au bruit de la forêt. Leurs lances étaient dotées de pointes en obsidienne tranchante, leur donnant une apparence sinistre. Ils faisaient partie d'un groupe de chasse. Le groupe entier s'arrêta, leurs oreilles poilues, se redressant alors que leur leader, une femme qui dégageait une aura d'autorité encore plus certaine, levait la main. Quelqu'un l'avait remarqué. Comme une pauvre défense contre 12 guerriers, apparemment capables de le déchirer à main nue, le sang d'Alistar se figea et sa main se dirigea instinctivement vers le couteau à sa ceinture. Le chef du groupe avança chaque pas déterminé et mesuré. Elle le fixa avec une intensité terrifiante, ses yeux d'un vert bioluminescent perçant et son pelage d'un blanc éclatant presque aveuglant. Alors que son imagination parcourait une 12aine d'options d'évasion médiévale, Alistister resta immobile, son cœur battant contre ses côtes. Il se préparait à une attaque, à un défi crié et à la piqûre perçante d'une lance. Au contraire, un événement exceptionnel s'est produit. Elle détendit ses épaules raides et abaissa sa posture en colère en s'approchant. Son regard prédateur passa de ses yeux à sa poitrine, puis enfin à son visage, où il se fixa sur sa barbe. Son visage était marqué par une expression de complète et totale stupéfaction, d'émerveillement profond et incrédule. Son rictus bas se desserra et ses lèvres s'ouvrirent à peine. À une 12aine de pieds de lui, elle s'arrêta, ses yeux émeraudes brillants et grands ouverts, et s'abaissa au sol dans un mouvement délibéré et gracieux qui démentait sa stature intimidante. Suivant l'exemple de leur leader, les autres combattants imitèrent ces mouvements sans réfléchir à 2 fois. Une charge synchronisée de capitulation enveloppée de silence. Ils découvriraient bientôt qu'elle s'appelait Nikita, et elle ramperait la dernière distance, pressant son visage contre sa chemise à carreaux, avec ce qui semblait être une dévotion tremblante, son museau s'enfouissant dans les poils épais de sa poitrine visible à son col. Alors que son traducteur tentait de déchiffrer le déluge inattendu de langage respectueux, un torrent de balivernes mélangé à du statique émanait de lui. Finalement, cela s'est assemblé pour former des phrases incohérentes, presque lyriques. Un porteur de graines était arrivé, le premier arbre serait barbu et abondant, et un présage de vie avait éclaté à son oreille. La liste resta immobile.
Dans cette scène surréaliste, un groupe de redoutables chasseurs extraterrestres adore un gars en chemise à carreaux. Alors qu'il essayait de comprendre les circonstances incroyables, son esprit vacilla. Il échapperait à leurs griffes. D'après sa barbe et la façon dont il parlait, il croyait qu'il était une divinité, à savoir une divinité de la fertilité. Ils adoraient sa barbe. Sur la mousse brûlante, il observa les autres guerriers s'agenouiller devant lui, détournant son regard de la tête baissée de Nikita. Il réalisa que c'était une tentative de suicide de leur part pour essayer de réparer leur erreur, alors qu'il était en infériorité numérique seul et n'avait qu'un couteau et son intelligence. Il scruta la clairière vers l'origine des bruits précédents lorsqu'il aperçut un mouvement fugace. L'ombre d'un camp, vase entouré de flammes dansantes et d'énormes poteaux totémiques finement sculptés, pouvait à peine être discerné à travers le feuillage. Le totem le plus proche, bien que usé et visible, portait l'image d'un homme anonyme redoutable, son trait le plus frappant étant une longue barbe cascade. Quelqu'un d'autre a pris la décision. Il posa une main sur la tête de Nikita doucement et prudemment, espérant que cela ait l'air aimable et divin, au lieu de ressembler à un gars effrayé qui était totalement et complètement dépassé. Il soupira intérieurement avec résignation. Alors qu'il était conduit dans le camp, non pas en tant que captif, mais en tant que dieu, les visages des Arocs à fourrure blanche bordaient son chemin. La plus grande maison construite de peaux tendues et de branches tressées lui fut remise, et il dut endurer une cérémonie d'accueil douloureusement maladroite, mais profondément poignante complète avec une litanie de sacrifices cérémoniels et de prières qu'il ne pouvait pas comprendre. Avec ses yeux émeraudes brillant d'une confiance inébranlable, Nikita ne le quittait jamais. D'autre part, il aperçut un homme plus âgé de l'autre côté du feu, sa fourrure usée et ses yeux remplis de suspicions calculées plutôt que d'émerveillement. Voici qu'Al, l'aîné, et Alistister aperçut l'épreuve initiale et peut-être la plus périlleuse de sa divinité accidentelle, nouvellement découverte dans ses yeux. Alistister marchait sur une fine et épuisante corde raide dans les jours qui suivirent, alors que la parade de respect et d'inspection devenait irréelle. Un sentiment croissant de syndrome de l'imposteur l'a empêché de maintenir la prétention à la divinité. En contraste avec la grâce primordiale de la tribu, sa chemise à carreaux semblait plus ridicule. Sa vie se transforma en une succession de personnages habilement mis en scène où il acceptait timidement les délicatesses offertes avec un air de ce qu'il croyait être une grâce divine et assistait aux conseils tribaux malgré sa compréhension limitée de la langue gutturale complexe dépendant de son traducteur défectueux et des explications sincères et simplifiées de Nikita. Il découvrit qu'elle appartenait à la tribu Cathare et que leur vie était étroitement entrelacée avec les sons d'entrée, avait perturbé les rythmes spirituels complexes qui imprégnaient la jungle. Une divinité complètement ignorante de son propre passé inventé, il était un escroc vivant dans une terreur constante que toute son existence fragile puisse s'effondrer au moindre faux pas. Être l'incarnation physique de leur symbole totémique barbu semblait être sa principale responsabilité. Plus que n'importe quel autre fardeau physique, la responsabilité de devenir un symbole d'espoir pour un peuple confronté à des défis subtils mais constants pesait sur lui. Depuis que les chamans cathares n'avaient pas réussi à découvrir un moyen d'inverser la diminution progressive du rendement de leur principale source alimentaire, un chemin tubéreux qu'ils appelaient le crash, l'avènement d'une déesse de la fertilité semblait être une intervention divine envoyée au moment parfait. Suivre Nikita jusqu'au champ de céréales de la communauté était à la fois son premier véritable défi et sa première grande tromperie. Son visage trahissait un mélange d'optimisme et de nervosité. Il y avait des signes clairs de maladie parmi les plantes écrasées. Leurs grandes feuilles violettes étaient flétries et tachetées de taches brunes et le sol qui les entourait semblait desséché et stérile. La trépidation et la force de la foi des agriculteurs de la tribu transparaissaient alors qu'ils faisaient des gestes de désespoir.
Le botaniste Alistister succéda promptement au faux dieu Alistister. À genoux, il émietta la terre avec ses doigts, reconnaissant sa texture et le fait qu'elle ne retenait aucune humidité. Pas une malédiction surnaturelle, mais un déficit nutritionnel, c'est ce qu'il vit en regardant les feuilles malades. Sur la base de ses vastes connaissances en xénobotanique, il déduisit que le sol avait probablement été appauvri en minéraux essentiels en raison de siècles de culture en monoculture. Sa réponse était banale, c'était juste une idée agricole terrestre. Cependant, un miracle serait nécessaire dans ce cas. Il a donné son premier édit céleste à travers Nikita et le traducteur en difficulté. Avec les coquilles écrasées d'une créature aquatique qu'il avait vue, il dit au cathare de ramasser certains types de feuilles rouges tombées du sol de la forêt, ainsi qu'une mousse lumineuse qui poussait du côté nord des arbres, ressemblant à de l'obsidienne. En empilant les composants et en leur disant de retourner le mélange et de le laisser reposer, il leur a ordonné de faire du compost. Il considérait cela comme un rite sacré, une concoction de matériaux approuvés par Dieu. C'était juste de la science du sol élémentaire pour lui. Lorsqu'ils ont ensuite mélangé le compost noir et riche avec les champs entourant l'accident. Après seulement une semaine, on pouvait voir une énorme différence. Les teintes autrefois vives des plantes sont revenues. Alors que la maladie commençait à s'estomper, une nouvelle végétation émergeait. Ils commencèrent à le vénérer plus ardemment leur chant nocturne, en son honneur devenant de plus en plus bruyant et passionné, car le cathare le percevait comme un miracle, le résultat direct de son intervention divine. Une ombre de fourrure blanche et des yeux émeraudes brillants, Nikita était toujours présente en tant que sa servante et protectrice désignée. La simple relation entre le fidèle et le Dieu commença à se dégrader en raison de la proximité constante entre eux, laissant place à quelque chose de bien plus nuancé et individuel. Il n'était pas seulement visible lors des rituels, mais aussi pendant ses moments de solitude dans son domicile, lorsqu'il contemplait sa tablette de données, avec une expression mélancolique et solitaire, regardant des images d'un monde qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle l'entendit murmurer dans sa propre langue, alors qu'il devenait de plus en plus frustré par la traduction, et vit l'émerveillement dans ses yeux lorsqu'il étudiait un insecte ou une plante inconnue. Et lui aussi regardait au-delà du combattant féroce. Son attitude bienveillante envers les jeunes du clan, ses oreilles aplaties par l'inquiétude et l'intellect perçant et curieux dans son regard, lorsqu'elle l'interrogeait sur son monde céleste, étaient toutes des choses qu'il remarquait. Leurs discussions ont progressé à un niveau plus profond, alors que son traducteur, enrichi par leur dialogue continu, a commencé à fonctionner avec plus de précision. Depuis ses premières années, il a recueilli des détails sur sa première chasse et ses angoisses concernant le sort de son peuple. Des concepts aussi étrangers pour elle que les étoiles, les navires et les villes construites en métal et en verre semblaient les contes les plus fantastiques. Entre eux, un lien mystérieux et puissant s'est développé. Une intimité s'est développée entre eux dans la zone liminale entre sa religion et sa tromperie favorisée par leur expérience commune de l'isolement et l'admiration mutuelle croissante qui menait à des sentiments de connexion plus profonds. L'énorme écart technologique qui les séparait offrait souvent des moments comiques. Alors que Nikita le voyait se préparer à se coucher un soir, il sortit son multi-outil et en utilisant son purificateur d'eau intégré, appliqua une couche d'eau recueillie dans le ruisseau. Il but rapidement après avoir immergé le petit gadget bourdonnant, à un degré profond. Des yeux écarquillés s'épanouirent chez Nikita. Peu importe pour elle si l'eau était sale ou non. C'était de la magie absolue si l'on pensait à utiliser une petite pierre qui bourdonne pour la purifier. Elle demanda timidement si la pierre sacrée pouvait aussi bénir son eau. D'un hochement de tête sérieux, Alistister lui rendit sa gourde et se mit à jouer le jeu. Elle était tellement reconnaissante pour ce petit acte de filtrage qu'il ressentit un mélange de fierté et de pouvoir. Encore une fois, après une averse inattendue, une bande de jeunes chasseurs cathares avait du mal à allumer un feu avec du bois mouillé.
En voyant leurs efforts échouer, Alistister s'approcha de son multi-outil, cliqua sur l'allumeur et en quelques secondes, une flamme parfaite et rugissante se forma. Avec des bouches béantes, les jeunes guerriers regardèrent le feu, puis lui, puis de nouveau le feu. Puis ils poussèrent des cris de joie et racontèrent à tout le camp le dieu de la flamme immédiate. Le récit d'Alistister le généreux continue de s'étendre. Même si ces événements étaient drôles, ils servaient de rappel constant de la tromperie qu'il subissait. Une illusion qui devenait à la fois plus pratique et plus périlleuse au fil du temps. Le vieux Cale était le seul à ne pas sembler étonné par ces merveilles. Dans l'ombre de sa maison, Cale observait la célébration avec un scepticisme aigu, ses traits marqués trahissant son âge. Sa croyance fut anéantie. Au lieu d'une divinité, il aperçut un étranger étrange et rusé. Il choisit d'utiliser des mots, l'arme la plus puissante qu'il possédait, plutôt que la lance pour confronter l'homme du ciel. Au milieu d'une assemblée bruyante rassemblée autour du foyer, Cale se leva sa voix trahissant ses années et sa position de pouvoir et parla directement à Alistister. Il commença à poser des questions critiques concernant le passé des Cathars, la signification des esprits des bois et la nature du premier arbre dont toute vie était censée être issue, plutôt que de questionner les merveilles du sol ou la flamme immédiate. L'allégorie et la subtilité culturelle étaient tissées dans les questions dans le but de piéger quelqu'un qui manquait compréhension sincère de leur religion. Alors que tout le monde dans la tente se courbait, ils attendaient la connaissance céleste du dieu barbu. Instinctivement, les doigts de Nikita glissèrent vers le pommeau de son couteau alors qu'elle se préparait à protéger l'honneur d'Alistister. Une sueur glacée perla sur le front d'Alistister. Il faisait maintenant face au défi qu'il avait anticipé, un défi qui ébranlerait sa prétendue divinité jusqu'à son cœur même. Sachant qu'une réponse directe le révélerait immédiatement, Alistister comprit que c'était impossible. La seule chose qui jouait en sa faveur était d'être un outsider et de baser ses décisions sur ce qu'il avait observé au cours des dernières semaines. Il se leva lentement, donnant l'impression d'une profonde réflexion qu'il ne vivait pas réellement. Dans ses réponses philosophiques aux questions de Cale, il s'appuyait sur ce qu'il avait appris de Nikita, sur l'importance de la communauté, le respect de la nature et le flux et le reflux de la vie et de la mort. Alistister expliqua à Cale, en réponse à sa question sur les esprits de la forêt, les liens invisibles qui unissent toutes les formes de vie de la plus petite mousse au plus puissant chasseur, un concept qui semblait profond malgré son manque de spécificité. Lorsqu'on lui a demandé quel était le premier arbre, il n'en a mentionné aucun en particulier. Il a plutôt élaboré sur le concept selon lequel tous les êtres vivants ont un ancêtre commun, une graine qui a donné naissance à la riche variété de la forêt. Il a pris ce qu'il savait de l'évolution et de l'écologie provenant de la science et l'a enveloppé dans le langage spirituel qu'il avait étudié. Ses réponses étaient, comme des découvertes pour de nombreux Cathars, y compris Nikita, une profonde compréhension qui allait au-delà de leurs contes traditionnels. Cherchant une compréhension plus profonde de leurs propres idées, ils ne percevaient en pas un évitement, mais plutôt une divinité. Maintenant que sa confiance en lui est inébranlable, les yeux verdoyants de Nikita brillaient d'un nouveau sentiment de fierté furieuse. Non, Cale resta impassible. Ce qu'il entendait, c'était le discours délibéré et astucieux d'un humain, et non la véracité indiscutable d'une révélation divine. Bien que la plupart des gens aient fini par se ranger du côté d'Alistister, l'expression de Cale suggérait que le combat était loin d'être terminé. Plusieurs autres guerriers et anciens échangèrent des regards inquiets et compréhensifs, alors que les anciens prenaient place. Alistister se trouva au cœur d'une fracture grandissante, alors que les premières fissures dans l'unité de la tribu commençaient à apparaître. Une divinité impie qui était devenue la figure la plus polarisante du peuple cathare par pur accident.
Moins de 30 jours après son succès remarquable avec les champs de broyage, la sérénité délicate d'Alistister qu'il avait médiée avec sa maigre expertise botanique fut brisée. Des abords de la forêt, une nouvelle maladie commença à se répandre. Quelque chose de bien plus sinistre et effrayant qu'un simple manque de vitamines. Le changement a commencé doucement avec les feuilles autrefois vives des grands arbres qui se sont affaissées et ont commencé à se recroqueviller au bord jusqu'à devenir d'un noir nécrotique écœurant. Alors que la douce lumière de la mousse se transformait en un brun tacheté, projetant les chevaliers dans une ombre plus sombre et plus menaçante, le sol de la forêt devenait moins lumineux. Ce n'étaient pas seulement les plantes qui étaient affectées par la maladie, car le catarrhe commença à murmurer dans la terreur. Les petits animaux des bois qui étaient auparavant abondants étaient rares, et les chasseurs qui en croisaient parfois en trouvaient certains gravement sous-alimentés et inhabituellement démotivés. Ils se déplacent lentement et ont un pelage tacheté. Une peur étrange s'installa sur le camp, une terreur glaciale qui pénétra profondément dans les âmes des membres de la tribu et les glaça plus qu'une brise hivernale. Les cérémonies sacrées des chamans résonnaient à travers les forêts déclinantes jour et nuit. Ils ont sacrifié de la nourriture et des boissons dans l'espoir d'apaiser les esprits, mais la nourriture et les boissons ont été gaspillées. La peste continuait de s'aggraver, et sa marche implacable était un cruel et silencieux rappel de leur impuissance. Initialement remplie d'optimisme, la révérence de la tribu envers Alistister s'est rapidement transformée en méfiance, puis en animosité ouverte. Maintenant, tout le monde voyait son triomphe précoce sur le champ de bataille comme une ruse cruelle, un calme avant l'obscurité sans fin. Il avait été amené sur leur planète juste avant le début de la grande maladie. Il était l'homme du ciel, l'étranger et une variable. Ce qui avait commencé comme des conversations chuchotées entre Cal et son petit groupe de sceptiques s'était bientôt transformé en une cacophonie d'accusations qui résonnait autour du foyer. Un certain nombre de nouveaux individus terrifiés rejoignirent le groupe des anciens après avoir vu le lien horrifiant entre l'entrée d'Alistar et la détérioration de la forêt. Pas un dieu, dirent-ils. Plutôt, il était un parasite cosmique dont la présence offusquait les véritables esprits de la Terre et souillait leur terre natale avec son essence d'un autre monde. Alors que les tensions montaient et que l'animosité non dite crépitait à travers le campement, l'air en devenait lourd. Plutôt que de s'émerveiller les regards qui suivaient, Alistister était un ragoût toxique de crainte et de dégoût. Sa réputation autrefois divine s'était estompée, révélant l'homme faible et terrifié qui se cachait en dessous. Il se retrouvait seul et sur le point de devenir un paria. Pour la plupart, il était incapable de quitter sa maison. Veillant comme s'il était un prisonnier, les guerriers cathares autrefois honorables se tenaient maintenant courbés avec des expressions sombres et leurs lances prêtes. Quand les coups de feu ont commencé, Nikita était piégé au milieu. Ses allégeances étaient en désaccord dans son cœur. Il avait en elle sa plus ardente défenseur aux yeux du public. Seul Alistister et la peur grandissante des tribus pouvaient l'empêcher d'utiliser son autorité sauvage et la réputation des guerriers. Debout devant le conseil, sa voix résonnant avec conviction, elle évoquerait le miracle de l'écrasement et soutiendrait que la calamité était un défi des esprits destiné à tester leur foi. Elle dirait que leur nouvelle divinité les aiderait à surmonter cette épreuve. Malgré l'accumulation croissante de preuves et l'opinion publique, sa dévotion inébranlable envers Alistister lui permettait de rejeter avec ferveur les accusations de Cale. Dans le silence de la nuit, cependant, sa détermination vacillait comme une bougie face à l'incertitude croissante. Elle a été témoin de l'angoisse de son peuple, de la terreur sur les visages des enfants et du désespoir ressenti par les chasseurs en rentrant chez eux les mains vides. Alors qu'elle se tenait en retrait, elle pouvait voir la démarche anxieuse d'Alistister, son expression trahissant une vulnérabilité qui commençait à éroder sa foi. Avais-je été trompé, qu'elle avait-elle raison cependant? Avait-elle trompé son peuple en les faisant adorer un faux Dieu qui leur avait prédit la mort plutôt que la vie?
Sa loyauté était en contradiction avec sa responsabilité envers sa tribu et le conflit la déchirait, la laissant émotionnellement et physiquement meurtrie. Quand la maladie tua quelqu'un de la tribu pour la première fois cette nuit-là, les tensions commencèrent à éclater. Malgré les avertissements du chaman, un petit enfant qui avait mangé du poisson de rivière contaminé tomba gravement malade et mourut d'une fièvre que ni le puce ni la prière ne purent apaiser. Un sentiment écrasant de perte et de peur a balayé le camp, alors qu'une animosité de longue date envers Alistister éclata enfin en une fureur totale. Devant la maison de Cal, une horde s'était rassemblée menée par l'un de ses disciples les plus fervents. Leur lumière créant des silhouettes tumultueuses et furieuses. Ils s'étaient unis pour exiger son expulsion ou sa vie. Pour les séparer physiquement de l'entrée, Nikita devait se tenir entre eux. La seule chose empêchant un massacre était son autorité et elle avait sa lance prête. Malgré tous ses efforts pour disperser le rassemblement avec des assurances de résolution et des menaces, elle était profondément troublée par l'incident. La foi de son peuple avait disparu et ils étaient saisis par une terreur écrasante et agressive. Elle rendit visite à Alistister plus tard dans la nuit lorsqu'elle ne pouvait plus supporter son incertitude. Elle entra dans sa maison non pas en tant que servante respectueuse, mais en tant que leader dont le pouvoir lui échappait. Les larmes qui tracèrent leur chemin à travers sa fourrure blanche étaient illuminées par la lumière de la bougie. Ses yeux verdoyants qui brillaient autrefois de détermination scintillaient maintenant de chagrin et de misère. Non par révérence mais par désespoir, elle s'agenouilla devant lui. Elle le supplia, la voix tremblante. Le vocabulaire sacré de la vénération disparut. Vous devriez agir si vous prétendez être qui vous dites être. La forêt expire. Tout le monde ici est terrifié. La perte d'un enfant a eu lieu. Chaque miracle a pris fin. Tu étais protégé par moi. Ma confiance en toi n'a cependant pas été suffisante pour nous sauver. Tu dois agir comme un dieu en ce moment. S'il te plaît, je t'en supplie. Aidez-nous. Son angoisse pure et sans compromis était plus dévastatrice que n'importe quel dommage physique. Alors qu'Alistister voyait la guerrière hautaine et féroce humiliée par le désespoir qu'il avait semé sans le vouloir, il réalisa que la tromperie était terminée. Cela avait commencé comme un moyen de subsistance, mais s'était maintenant transformé en un monstre hideux, mettant en danger non seulement les personnes qu'il avait appris à admirer, mais aussi la dame pour laquelle il avait développé des sentiments à un point qu'il était honteux d'admettre. Le prétexte n'était plus seulement un inconvénient, c'était mal. Avec précaution, il la releva sur ses pieds. Maintenant, son toucher ressemble plus à la consolation basique d'un homme qu'à la bénédiction d'un dieu. Il a dit doucement, mais avec un ton chargé, révélant une réalité qu'il ne pouvait plus nier Nikita. « Je ne suis pas une divinité, donc je ne peux pas te sauver en cette capacité. » La confession sortit dans un torrent de honte et de remords, alors qu'il inhalait profondément. « Salutations, je suis Alistister. Je viens d'une planète différente en tant qu'homme et scientifique. Un vaisseau céleste qui m'appartenait s'est écrasé dans votre forêt. Seul j'ai réussi à rester en vie. Vous vous êtes tous agenouillés et j'étais terrifié. En conséquence, vous m'avez comparé à une divinité. Sa barbe a été tirée par lui. Je t'ai laissé croire cela parce que j'avais peur que tu me tues. J'étais un lâche. Aucun des ingrédients compost feu et eau n'était magique. La technologie était la coupable. Des tours simples. Refusant de détourner le regard de son regard surpris et inébranlable, il s'arrêta. Aussi, je ne crois pas que la calamité soit une malédiction venue d'en haut. Probablement juste moi. Ça m'appartient. L'accident a détruit le noyau qui l'alimentait. Je pense qu'il libère une sorte de toxine dans votre environnement, une force invisible mais létale. Votre forêt est décimée de fond en comble. Nikita, je ne suis pas celui qui te sauvera. Je suis celui qui t'a apporté tant de misère. Sur le visage de Nikita, une tempête de sentiments surgit. Dès que l'étonnement s'est estompé, une vague de colère furieuse l'a envahi. La trahison se lisait dans ses yeux enflammés.
À cause de l'énormité de sa tromperie, tout son corps se tendit et sa main se précipita vers le pommeau de son couteau. Pour elle, il avait menti. Elle, sa religion et toute sa tribu étaient tous embarrassés par lui. Ses défenses envers lui, y compris ses moments d'adoration et de prière, étaient basées sur un mensonge complet et absolu. Cependant, à mesure que ces dernières remarques devenaient plus évidentes, une sensation glaciale et terrible envahit la colère. Une dose létale. Empoisonner les cieux avec une substance corporelle tangible. La forêt flétrie était une vérité indéniable, même si la notion était étrangère. Ce nouveau et terrible fait fut immédiatement absorbé par son intellect astucieux et pratique, l'esprit d'une chasseuse et d'une leader. Il n'y avait pas de fantôme vengeur responsable de la calamité. Ils ont peut-être pu comprendre leur adversaire. Un ennemi qui a un point d'origine, un sentiment de trahison personnelle, a été éclipsé par l'énormité du danger pour sa planète. Avec un passage soudain de la colère à une terreur concentrée, son emprise sur le couteau se desserra. À ce même moment, toute leur dynamique était à la fois changée et brisée. Il avait cessé d'être une divinité digne d'adoration ou un escroc méritant le mépris. C'était un homme, et il connaissait la terrible vérité sur la mort imminente de l'héritier. Il aurait pu être le seul à avoir la sagesse de l'empêcher. Après la confession d'Alistister, la maison tomba dans un silence épais et suffocant encore plus oppressant que la tranquillité naturelle de la forêt. Avec le flot de ses émotions se retirant dans un état de clarté glaciale et saisissante, Nikita resta immobile. Au lieu d'une divinité ou d'un démon, le Gu qui se tenait devant elle était quelque chose de bien plus sinistre, le porteur d'une horrible vérité qui détruirait tout son univers. Son intellect aiguisé développé au fil des années de chasse et de direction d'armée assimila rapidement les nouvelles données, retirant le vernis de confiance et de trahison pour exposer le problème au cœur. Un ennemi intangible qui ne pouvait être vaincu avec des lances ou des prières, le poison s'infiltrait de son vaisseau céleste. Une blessure dans une machine incompréhensible faisait périr son peuple. Jusqu'à il y a quelques instants, le gars pour qui elle avait le plus grand respect était la seule créature vivante sur Terre capable de comprendre la gravité de cette blessure. Le chemin qui s'ouvrait devant elle était terriblement évident. Elle devait être honnête à ce sujet et elle ne pouvait pas laisser les peurs des membres de la tribu les pousser à tuer la seule personne qui pouvait les sauver. Prenant une décision qui changerait à jamais son destin et celui des Cathares, elle plongea son regard dans les yeux humains d'Alistister et y vit une véritable honte et une terreur authentique. Elle prévoyait de le présenter devant le conseil, non pas comme une divinité à adorer ou un menteur à calomnier, mais comme un éducateur, leur seule possibilité. Elle l'a escorté hors de la maison et dans le camp hostile et tendu. Alors que les Cathares observaient leurs expressions, passèrent de la dévotion à un but sévère et immuable. Leurs traits trahissaient un mélange de perplexité et de méfiance en voyant leur ancien dieu être emmené par son principal défenseur. Elle convoqua une réunion du Conseil des Anciens dans la grande loge où les ombres vacillantes créées par le feu central donnaient aux expressions sombres des Anciens l'apparence de masques sculptés. Comme s'ils ressentaient un changement dans les courants de pouvoir. Cale était présent avec son regard dubitatif plus aigu qu'auparavant. Alors qu'ils se rassemblaient, Nikita prit position devant eux avec Alistister, se tenant à un pas derrière elle, un mouvement calculé qui laissait présager un changement dans leur dynamique. Elle rompit le silence d'une voix ferme et claire qui perça l'animosité et la terreur dans la pièce. Elle n'a fait aucun compromis. Elle leur a tout révélé. Le Skyman, leur a-t-elle dit, était en réalité un humain nommé Alistister et non une divinité. Elle a parlé en détail de son accident, de sa terreur et de la tromperie qui en a découlé. La tromperie était si convaincante qu'elle ne pouvait s'empêcher de la croire.
Nikita étouffa le grondement des murmures furieux et trahit qui secouait le pavillon avec un poing levé et un regard glacial capable d'arrêter une bête en charge. Elle a reformulé son mensonge comme le besoin désespéré de survie d'un gars effrayé et solitaire, puis elle a tourné son attention vers la question plus pressante, présentant sa confession comme un acte de bravoure immense plutôt que comme une confession de culpabilité. Puis avec l'aide d'Alistair, elle a décrit la calamité dans sa réalité. Il monta sur scène et expliqua la radiation en utilisant des exemples qu'il avait trouvés avec Nikita en un clin d'œil. Le cœur endommagé de son vaisseau fuyait sa chaleur toxique sur la terre et la mer, et il parlait d'un enfer invisible qui brûlait à l'intérieur. La manière dont il décrivait les effets progressifs du poison sur la vitalité des plantes et des animaux, un affaiblissement de leur force vitale qui les rendait malades de l'intérieur, résonnait étrangement vrai par rapport à ce que la tribu observait. Sans utiliser un mot inspiré par le divin, il a commencé à exposer sa stratégie. Persona assumé débordant uniquement de la franchise sans filtre d'un scientifique confronté à un dilemme désastreux. Leur dire qu'il devait retourner aux débris du vaisseau pour accéder au cœur du réacteur était son histoire. Une dernière énorme décharge d'énergie dévorerait simultanément tout le carburant restant cautérisant la plaie et mettant fin à la fuite lente et constante. Il ne pouvait le faire qu'en initiant une surcharge contrôlée et extrêmement violente. Il a clairement indiqué que l'opération était extrêmement risquée, que la montée d'énergie pouvait être fatale, que la probabilité de son échec complet était élevée. Il n'a pas promis de rédemption. Tout ce qu'il a donné était un plan scientifique fragile, à la fois dangereux et plein d'espoir. Une anarchie totale s'ensuivit au complexe. Les soldats loyaux à Cal se levèrent en un clin d'œil. Leurs voix s'élevèrent dans un tumulte furieux, exigeant la vie d'Alistar pour ses mensonges et pour le poison qu'il avait apporté dans leur monde. Ils ne voyaient pas son plan comme une solution, mais comme un dernier tour destructeur. Juste au moment où ses guerriers s'apprêtaient à saisir Alistister Cal, se leva de son siège, son visage ancien et grave, et d'un seul ordre tranchant, il fit taire la loge. Tous les yeux se tournèrent vers l'aîné, la voix de scepticisme de longue date, s'attendant à ce qu'il prononce la condamnation finale. Au lieu de cela, il fixa Alistister ses yeux, ne montrant ni colère, mais une reconnaissance horrifiée qui commençait à se dessiner. Il commença à parler sa voix, un grondement sourd qui semblait émaner de la terre elle-même. Il ne parlait pas du présent, mais du lointain passé des plus anciennes histoires orales des Cathars, des légendes qu'il avait accusé Alistister de ne pas connaître. Il raconta l'histoire de l'époque du flétrissement qui s'était produite il y a des générations si longtemps dans le passé qu'elle était considérée comme un simple mythe par beaucoup. L'histoire racontait d'une étoile empoisonnée qui était tombée du ciel et d'une maladie rampante qui avait suivi une maladie qui reflétait leur situation actuelle dans chaque terrible détail. Les ancêtres expliqua qu'Al avaient fait face à l'extinction. Les prières du chaman restèrent sans réponse et la forêt mourut autour d'eux. La légende disait qu'ils avaient été sauvés non par les esprits auxquels ils priaient, mais par leur propre savoir oublié. Ils se tournèrent vers les grands totems, non pas comme des objets de culte, mais comme des outils. La légende était vague sur les détails, ne parlant que de la manière dont les ancêtres chantaient à la pierre et le bois en un bouclier contre le poison des étoiles. Alistister écoutait abasourdi. Les pièces d'un puzzle qu'il ne savait même pas qu'il était en train de résoudre s'emboîtaient. Les totems, le dieu barbu. Ce n'était pas une prophétie de son arrivée. C'était un enregistrement historique d'un événement similaire précédent. La figure sur le totem n'était pas un dieu. C'était probablement un autre survivant d'un autre crash, un autre être avec une barbe qui avait affronté une crise similaire. Il se tourna vers Cal, l'esprit en ébullition. « Les totems, dit-il, sa voix urgente. Puis-je voir le plus ancien, celui au cœur du campement ?» Une nouvelle compréhension étrange passa entre le vieux sceptique et le jeune scientifique. Cale hocha lentement la tête et ouvrit la marche le reste du conseil le suivant.
leur colère oubliée remplacée par une admiration confuse. Ils arrivèrent au totem central, un pilier massif en bois sombre qui semblait absorber la lumière du feu. Il était ancien, ses sculptures usées et lisses. Alistister sortit son multi-outil, son scanner s'éveillant dans un bourdonnement. Il le passa le long de la surface du bois et l'appareil émit un bip son écran affichant une signature énergétique complexe. Le bois lui-même possédait des propriétés biorésonantes uniques, capables d'amortir et d'absorber certaines fréquences de radiation. Plus étonnamment, le scanner a révélé une fine treillis métallique tissée profondément dans le bois, un réseau complexe qui spirale sur toute la longueur du totem. C'était une technologie ancienne et élégante, une fusion parfaite de biologie et d'ingénierie. Les ancêtres des Cathars n'avaient pas seulement été des chasseurs. Ils avaient été les maîtres d'une science que leurs descendants avaient oubliée, préservant le savoir uniquement à travers le langage vague du mythe. Cette découverte a tout changé. Carl fixa les relevés sur la tablette de données d'Alistair, sa vie de scepticisme cédant la place à une compréhension profonde. Les chants des ancêtres n'étaient pas des prières, ils étaient probablement des fréquences sonores utilisées pour activer les propriétés résonantes des totems. Leurs connaissances terrestres et les connaissances célestes d'Alistair n'étaient pas en conflit. Ils étaient deux moitiés d'une seule solution. Une nouvelle alliance tacite a été forgée en ce moment-là, une compréhension qui transcendait leurs mondes différents. Ils retournèrent au pavillon et un nouveau plan naquit, une synthèse de légendes anciennes et de sciences modernes. Alistister irait toujours au réacteur pour initier la surcharge, mais il n'irait pas seul et la tribu ne se cacherait pas simplement en priant pour son succès. Pendant qu'il était sur le site du Crashkal et les chamans restants tenteraient de réactiver le réseau de totems utilisant la technologie d'Alistair pour les aider à trouver les bonnes fréquences sonores afin de créer le bouclier énergétique dont leurs ancêtres avaient parlé, un champ de confinement pour protéger la forêt et le campement du violent pouls du réacteur mourant. Le risque était toujours immense, mais pour la première fois, il y avait un sentiment de but commun d'urgence. Ils n'étaient plus des victimes de la calamité, mais des participants actifs à leur propre salut. Les derniers jours avant la mission furent un flou d'activité intense. Alistister travaillait sans relâche avec Cale, enseignant à l'aîné les bases de sa technologie, tandis que Cale instruisait Alistister sur les propriétés de la forêt. Nikita est devenu le pont essentiel entre eux, traduisant non seulement leurs mots, mais aussi leurs concepts, s'assurant que le scientifique et le chaman se comprenaient. Sa relation avec Alistister a été reforgée dans le creuset de ce but commun. Les derniers vestiges de son adoration divine furent consumés, remplacés par un respect profond et durable pour son intelligence et son courage. Ils étaient désormais partenaires, au sens le plus vrai du terme, liés non par la foi ou le romantisme, mais par la menace imminente d'extinction et la volonté partagée de la défier. Alors qu'ils se tenaient au bord du campement, prêts à partir pour le sol empoisonné du site de l'accident, ils échangèrent un regard non pas de peur, mais de détermination résolue. Le destin des Cathars reposait sur leurs épaules, sur une alliance entre un homme de science, un chef guerrier et l'héritage oublié d'une étoile déchue. Le voyage vers le site du crash était un pèlerinage gris à travers un monde mourant, un paysage qui devenait de plus en plus étranger et hostile à chaque pas.